À 23h47, vendredi soir, quelque chose s'est produit dans le nord d'Israël. C'est exactement le scénario contre lequel je lançais des avertissements depuis près de 2 ans et que l'establishment politique à Washington a refusé de prendre au sérieux jusqu'au moment où il était trop tard pour que cela change quoi que ce soit. En l'espace de 4h19, des moyens de frappe de précision iraniens ont systématiquement détruit les 18 dépôts de stockage et de distribution de carburant. Ces dépôts desservaient le commandement nord de l'armée israélienne. Pas quelques-uns, pas la plupart, les 18. Toutes les installations qui acheminent le diesel, le carburant d'aviation et les lubrifiants pour véhicules blindés, depuis le système portuaire jusqu'à la circulation opérationnelle vitale du théâtre militaire le plus critique d'Israël, ont été réduites à des infrastructures en flammes avant minuit. J'analyse la guerre blindée depuis 3 décennies. J'ai étudié tous les grands engagements de chars, du Sinaï au Golfe jusqu'aux plaines de l'Est de l'Ukraine. Et je peux vous dire avec une conviction professionnelle complète que ce qui est arrivé ce matin à la force blindée israélienne du Nord représente l'une des campagnes d'élimination logistique les plus efficacement exécutées de l'histoire de la guerre terrestre moderne. L'Iran n'avait pas besoin de détruire ses chars, il lui suffisait de détruire ce qui les alimente, et en une seule nuit opérationnelle, c'est exactement ce qu'il a fait. Les chiffres sont sans équivoque. Dans 18 dépôts de carburant, chaque nœud important de stockage et de distribution pétrolière, soutenant les opérations blindées israéliennes dans le secteur nord, de la frontière libanaise à la vallée du Jourdain, a été frappé entre un H14 et 4 H47, heure locale. Les incendies du dernier dépôt brûlaient encore lorsque les premières évaluations des dommages sont arrivées au quartier général du commandement Nord. 200 chars de combat principaux Merkava 4, l'épine dorsale de la dissuasion terrestre israélienne sur le front Nord, disposaient de réserves de carburant qui, dans des conditions opérationnelles soutenues, permettent environ 36 à 48 heures de mouvement actif, sans voie de réapprovisionnement intacte et sans autre infrastructure de distribution disponible. Ces chars ne sont plus une force combattante. Ils sont une collection extrêmement coûteuse de cibles immobiles, en attente de la frappe suivante que la doctrine opérationnelle iranienne a presque certainement déjà planifiée. À 6h23, le commandement Nord a émis l'ordre de suspension opérationnelle que les historiens militaires étudieront pendant des générations. Pas une retraite. Pas un repli tactique vers des positions préparées. Une suspension, la reconnaissance formelle que la force ne peut plus exécuter la mission qui lui a été assignée, parce que la base matérielle de cette mission a été détruite. En termes pratiques, c'est une cession de l'initiative opérationnelle avec des conséquences qui dépassent largement la situation tactique immédiate. Lorsqu'un commandement suspend ses opérations, parce que ses chars sont à sec, il fait pas simplement une pause. Il cède l'initiative à un adversaire qui peut désormais manœuvrer, renforcer ses positions et se déployer sans opposition et qui a démontré la précision et la volonté d'utiliser chaque heure de cette liberté de manière productive. Aujourd'hui, nous répondons aux questions qui enferment en ce moment même le cabinet de guerre israélien et le Conseil de sécurité nationale de Washington dans des réunions d'urgence. Comment l'Iran a-t-il identifié, ciblé et détruit simultanément 18 dépôts de carburant distincts? Et que révèle la précision de ce ciblage sur l'architecture de renseignement que Téhéran bâtit depuis des années? Que signifie réellement l'immobilisation de 200 chars Merkava 4 pour la capacité d'Israël à défendre sa frontière nord face à une force terrestre du Hezbollah qui se prépare exactement à ce scénario? Pourquoi la suspension opérationnelle du commandement Nord a-t-elle envoyé des ondes de choc dans toutes les capitales de l'OTAN? Et qu'est-ce que cela nous dit sur la véritable vulnérabilité des structures de forces lourdes blindées à l'air de l'interdiction logistique de précision? Et où ce conflit se dirige-t-il maintenant que l'Iran a démontré qu'il pouvait fermer tout un front sans tirer un seul coup directement contre un seul char? L'architecture de ciblage derrière la campagne de frappe contre les 18 dépôts est, d'un point de vue professionnel, l'élément le plus instructif de toute l'opération. Elle révèle un niveau de préparation du renseignement et de planification opérationnelle qui dépasse largement ce que les adversaires de l'Iran avaient publiquement évalué comme étant sa capacité actuelle. Permettez-moi d'expliquer ce que ce problème de ciblage implique réellement, parce que sa difficulté n'est pas immédiatement évidente pour des observateurs qui n'ont pas de formation en logistique. Les dépôts de carburant soutenant les opérations blindées ne sont pas de grandes installations statiques, facilement visibles, plantées en terrain ouvert, avec des marquages clairs. Ils sont délibérément dispersés, partiellement enterrés, camouflés et répartis dans toute la zone opérationnelle,
précisément pour empêcher exactement le type d'interdiction logistique par frappe concentrée que l'Iran vient d'exécuter. L'infrastructure de carburant du secteur nord de l'armée israélienne avait été conçue avec la dispersion comme principal concept de survivabilité. L'hypothèse était qu'aucun adversaire ne pourrait simultanément localiser, cibler et frapper suffisamment de nœuds pour provoquer une rupture complète de l'approvisionnement dans tout le secteur. Cette hypothèse reposait sur une posture de déni du renseignement, garder les emplacements précis, des nœuds de stockage de carburant hors des bases de données de ciblage adverse grâce à la sécurité opérationnelle, au contrôle des émissions et à la dissimulation physique. Ce que les événements de cette nuit démontrent, c'est que la préparation du renseignement iranien avait complètement pénétré cette posture de déni. Chacun des 18 dépôts ciblés a été frappé par des armes arrivant sur des points d'impact précis. Pas des emplacements approximatifs, pas des attaques à effet de zone destinées à toucher une installation quelque part dans un rayon donné. Des frappes directes contre l'infrastructure précise de stockage et de distribution de chaque nœud. Un tel niveau de fidélité dans le ciblage exige une base de données constituée sur plusieurs années, grâce à une combinaison de renseignements électromagnétiques, d'analyse d'images, de rapports de sources humaines et possiblement de collecte cybernétique contre les systèmes de gestion logistique qui suivent les stocks et la distribution de carburant dans tout le secteur. Le paquet de frappe lui-même était principalement composé de munitions rôdeuses, Shahed, 2, 3, 8 à propulsion par réaction et de missiles balistiques de précision Fateh, 1-1-0. Cette combinaison a présenté au système de défense deux problèmes d'engagement fondamentalement différents en même temps. Les missiles balistiques Fateh 1-1-0 sont arrivés à des vitesses terminales hypersoniques depuis la haute altitude, exigeant l'attention des batteries Arrow et Patriot. Les drones Shahed 238 sont arrivés simultanément à basse altitude depuis plusieurs axes, exploitant le masquage radar créé par l'attention du système défensif porté à la menace balistique. Les 18 dépôts étaient répartis sur une zone géographique d'environ 4800 km². Cela exigeait des frappes simultanées depuis des plateformes de lancement positionnées sur un large arc afin d'obtenir la compression temporelle qui empêchait tout dépôt de recevoir un avertissement et de déclencher une dispersion d'urgence ou une suppression de son stockage en surface avant l'impact. Le séquençage au sein de chaque frappe individuelle contre un dépôt reflète un niveau d'analyse de cible qui va bien au-delà du simple fait de frapper une zone de stockage de carburant. À chaque emplacement, les images disponibles après frappe montrent un schéma constant. Les réservoirs primaires en surface ont été frappés en premier, déclenchant des incendies qui ont empêché l'intervention d'urgence. Les connexions des réservoirs souterrains et les pipelines de distribution ont été frappées en second, éliminant la possibilité de récupérer le carburant stocké dans les réserves souterraines protégées. Les véhicules de distribution de carburant, les camions-citernes qui auraient pu servir d'actifs mobiles de réapprovisionnement, ont été frappés dans leur zone de stationnement et de maintenance comme troisième élément de chaque sous-paquet. Ce séquençage en 3 éléments dans chaque dépôt reflète une analyse de ciblage qui comprenait non seulement où le carburant était stocké, mais comment fonctionnait le système de distribution et ce qu'il fallait détruire pour rendre la récupération impossible plutôt que simplement difficile. Le résultat était complet. Pas une dégradation de 70% de la capacité d'approvisionnement en carburant du secteur nord. Pas une perturbation importante exigeant des jours pour être surmontée. L'élimination complète de l'infrastructure fixe de carburant soutenant les opérations blindées dans tout le secteur nord, accomplie en 3 heures et 33 minutes d'exécution opérationnelle. À Saint-Cache, l'état du carburant de la force blindée du Nord était le suivant. Les 200 chars Merkava, 4 de la 36 division blindée, et de ces éléments de brigade rattachés transportaient des charges internes de carburant allant de 40% à 85% de leur capacité, selon leur activité opérationnelle des 24 heures précédentes. Au taux de consommation lié au mouvement opérationnel, cela représente entre 18 et 40 et 1 heure de carburant restant par véhicule. Sans réapprovisionnement, le véhicule le plus efficace sur le plan de la consommation atteint l'épuisement opérationnel du carburant dans les 40 et 1 heure suivant la destruction des dépôts. Le moins efficace l'atteint en 18 heures. Il n'existe aucune autre infrastructure fixe capable d'assurer le réapprovisionnement. La route de réapprovisionnement terrestre depuis les dépôts du secteur central passe par un réseau routier que la doctrine opérationnelle iranienne a presque certainement déjà ciblé pour interdiction. L'arithmétique n'est pas compliquée. Elle n'a qu'une seule réponse. Le Merkava 4 est véritablement l'un des meilleurs chars de combat principaux jamais construits. Je le dis sans réserve et sans motivation politique.
C'est un système d'armes techniquement excellent, dont la conception reflète des décennies d'expérience opérationnelle israélienne, durement acquise et une innovation d'ingénierie réelle. Son blindage composite, sa configuration unique à moteur avant qui améliore la survivabilité de l'équipage, son système de conduite de tir, sa capacité à transporter de l'infanterie dans son compartiment arrière. Ce sont de vraies capacités qui en font une plateforme redoutable dans les environnements opérationnels pour lesquels elle a été conçue. Aucune de ces capacités ne fonctionne sans carburant. Le Merkava 4 est propulsé par un moteur diesel de 1500 chevaux qui consomme environ 400 litres de carburant par 100 km de déplacement routier et beaucoup plus en conditions tout-terrain ou de combat. Sa capacité interne de carburant est de 1400 litres, ce qui lui donne une autonomie opérationnelle théorique d'environ 500 km dans des conditions idéales. Dans l'environnement opérationnel de haute intensité du front nord, les changements fréquents de position, le fonctionnement au ralenti du moteur pour la climatisation et les systèmes, ainsi qu'un terrain beaucoup plus exigeant qu'une route pavée, signifie que l'autonomie opérationnelle réelle est considérablement plus faible et que la consommation de carburant par heure d'opération est considérablement plus élevée que ne le suggèrent les chiffres théoriques. 200 chars avec une charge moyenne de carburant de 60% de leur capacité au moment de la destruction des dépôts transportent collectivement environ 168 000 litres de carburant. Dans des conditions opérationnelles soutenues, celles qu'exigerait une pression du Hezbollah sur le front nord, cette réserve collective de carburant permet moins de 30 heures d'opération active avant que les premiers véhicules commencent à atteindre l'épuisement de carburant. Dans les 48 heures, suivant la destruction des dépôts, la force passe d'une formation blindée mobile, capable de guerre de manœuvre, à une collection de positions défensives statiques, dont la mobilité se limite au minimum nécessaire pour maintenir le positionnement tactique. Ce qui rend cette transition si lourde de conséquences opérationnelles, c'est l'asymétrie qu'elle crée entre les blindés israéliens immobilisés et la force adverse qu'ils sont censés dissuader. La capacité anti-char du Hezbollah est construite autour d'une combinaison de missiles guidés laser Kornet, de systèmes Maïsam et plus récemment de variantes d'élaviers fournies par l'Iran. Elle est spécifiquement optimisée pour engager des blindés à des distances de 500 à 5000 mètres depuis des positions de tir dissimulées. Face à des blindés mobiles menant une manœuvre active, ces systèmes doivent engager des cibles en mouvement dont les déplacements imprévisibles compliquent la solution de guidage. Face à des blindés statiques dont le mouvement est limité par l'épuisement du carburant, la géométrie d'engagement bascule radicalement en faveur de l'opérateur anti-char. Un Merkava immobilisé dans une position fixe parce qu'il ne peut pas bouger n'est pas un atout défensif. C'est une cible en attente d'une solution d'engagement que l'adversaire peut prendre le temps de développer. La signification stratégique plus profonde de l'immobilisation des Merkava dépasse la situation tactique immédiate sur le front nord. Toute la posture de dissuasion terrestre d'Israël face au Hezbollah repose sur la crédibilité de sa capacité de réponse blindée. La capacité de concentrer rapidement des forces blindées à travers la frontière et de mener des opérations de pénétration profonde qui détruisent l'infrastructure du Hezbollah avant qu'il ne puisse soutenir des opérations offensives prolongées. Cette crédibilité repose sur la mobilité. Sans carburant, la mobilité disparaît. Sans mobilité, la dissuasion disparaît. Et sans dissuasion, le calcul opérationnel du Hezbollah change d'une manière qui exerce une pression sur toute l'architecture de sécurité du Nord. Simultanément, les planificateurs opérationnels iraniens qui ont conçu cette campagne ont compris la dépendance du Merkava au carburant non pas comme une vulnérabilité périphérique, mais comme la vulnérabilité centrale autour de laquelle tout le concept d'interdiction a été construit. Vous n'avez pas besoin de vaincre 200 des meilleurs chars du monde en combat direct si vous pouvez éliminer l'infrastructure de carburant qui les rend opérationnels. L'élégance de l'approche, qui cible le système de soutien plutôt que le système d'armes lui-même, reflète une sophistication stratégique qui mérite un respect professionnel réel, quelle que soit la perspective politique que l'on adopte sur le conflit. Après avoir observé la réponse américaine aux crises militaires au Moyen-Orient sous plusieurs administrations, je peux vous dire que le schéma qui suit un revers militaire majeur subi par un allié est normalement assez prévisible. Consultation d'urgence, transfert d'armes accéléré, déclaration publique d'engagement indéfectible, repositionnement d'actifs navals pour démontrer la résolution. La machine s'active rapidement et la posture publique projette la confiance, même lorsque les délibérations internes sont beaucoup plus incertaines. Ce qui se passe à Washington en ce moment ne suit pas ce schéma. La réponse est plus lente,
plus conflictuelle à l'interne et plus véritablement incertaine que tout ce que j'ai observé en 3 décennies de suivi de la gestion américaine des crises dans cette région. Et la raison de cet écart par rapport au schéma historique révèle quelque chose d'important sur la profondeur du changement dans l'environnement stratégique. La boîte à outils américaine standard pour une crise logistique militaire chez un allié repose sur un pont aérien d'urgence combiné à un réapprovisionnement maritime accéléré. Le transport aérien peut déplacer des cargaisons militaires à forte valeur, mais à faible volume. Des munitions de précision, des pièces de rechange spécialisées, des composants électroniques critiques à un rythme que le transport maritime ne peut pas égaler. Mais le transport aérien ne peut pas déplacer du carburant à une échelle opérationnellement significative. Le besoin en carburant de 200 chars immobilisés, même seulement pour restaurer une mobilité opérationnelle minimale, se mesure en centaines de milliers de litres. Les moyens de transport aérien militaire déplacent des cargaisons en dizaines de tonnes par sortie. La physique du problème rend le pont aérien inadéquat comme solution à une crise d'approvisionnement en carburant de cette ampleur, peu importe le nombre d'aéronefs engagés dans l'effort. Le réapprovisionnement maritime est la seule option qui puisse déplacer du carburant à l'échelle requise. Mais il exige une infrastructure portuaire fonctionnelle pour recevoir et distribuer la cargaison. Le port de Haïfa, par lequel transite la majorité des importations militaires par mer, fonctionne sous une pression soutenue de frappe iranienne qui a dégradé sa capacité de débit et introduit une prime de risque dans les calculs des opérateurs commerciaux de transport maritime, réduisant les arrivées de navires à une fraction du rythme opérationnel normal. L'itinéraire alternatif par Ashdod ajoute du temps de transit et réduit encore la capacité de débit. Le calcul des délais de réapprovisionnement maritime face au délai d'épuisement opérationnel du carburant ne produit pas de scénario dans lequel le réapprovisionnement arrive avant que la force blindée cesse d'être opérationnellement efficace. Au-delà des mathématiques logistiques, Washington fait face à une contrainte politique au moins aussi contraignante que les contraintes physiques. L'environnement politique intérieur aux États-Unis a changé de manière significative au cours de ce conflit. Le soutien du Congrès à une aide militaire ouverte à Israël, autrefois presque automatique, s'est fracturé selon des lignes qui reflètent un véritable désaccord sur les intérêts stratégiques plutôt qu'un simple positionnement politique. Les crédits supplémentaires d'urgence qui étaient approuvés rapidement dans les phases antérieures du conflit, font maintenant l'objet d'un examen et de délais qui introduisent de l'incertitude dans le calendrier de réapprovisionnement. La capacité de l'administration à s'engager à l'échelle d'aide d'urgence que la situation actuelle exige est réellement limitée par une réalité politique intérieure que les planificateurs stratégiques iraniens suivent et intègrent à leur calendrier opérationnel. Le signal que la réponse figée de Washington envoie à Tel Aviv en est un que les planificateurs stratégiques israéliens ont toujours reconnu intellectuellement comme une possibilité théorique, sans jamais s'y préparer réellement comme à une réalité opérationnelle. Le soutien américain est conditionnel, il dépend de la volonté politique, de l'autorisation du Congrès, de la faisabilité logistique et d'un calcul coûts-avantages qui met en balance les exigences de sécurité israéliennes et les intérêts stratégiques américains à l'échelle mondiale. Lorsque ces 4 conditions évoluent simultanément dans une direction défavorable, comme c'est le cas en ce moment, la conditionnalité, qui a toujours existé en théorie, devient une réalité opérationnelle d'une manière qui ne peut pas être gérée par de simples assurances diplomatiques. La réaction régionale plus large à l'hésitation de Washington devient déjà visible dans le trafic diplomatique. Les États du Golfe, qui ont maintenu une neutralité publique prudente, tout en soutenant en privé la position américaine, mènent des réévaluations internes urgentes. La démonstration que la réponse américaine à une crise peut être ralentie au point de devenir opérationnellement hors sujet par une combinaison de contraintes physiques et de frictions politiques est un point de données que chaque acteur régional consigne pour ses futures décisions d'alignement sécuritaire. L'architecture de l'influence régionale américaine, bâtie pendant des décennies sur l'hypothèse d'une réponse fiable et rapide aux crises, montre un stress structurel qui ne sera pas réparé par le rétablissement éventuel des approvisionnements en carburant d'Israël. Il existe dans ce conflit une asymétrie fondamentale que l'analyse occidentale sous-estime constamment, parce que la reconnaître pleinement exige des conclusions inconfortables pour les institutions et les individus dont les carrières reposent sur les hypothèses qu'elle remet en cause. Cette asymétrie est la différence entre une force militaire qui combat parce que son gouvernement l'a engagé dans un conflit et une force militaire qui combat parce que son peuple a décidé que l'alternative au combat est pire que le coût du combat.
La performance opérationnelle de l'Iran dans cette campagne, la préparation du renseignement qui a constitué la base de données de ciblage, la sophistication de la planification qui a conçu le séquençage des 18 dépôts, la précision d'exécution qui a réalisé une interdiction complète de l'approvisionnement en une seule nuit ne découle pas d'une simple obligation professionnelle. Elle découle d'une conviction nationale forgée par 50 ans de pression extérieure. La souveraineté réelle exige une capacité militaire réelle, et une capacité militaire réelle exige la volonté de l'utiliser lorsque la survie de cette souveraineté est en jeu. Les soldats qui ont exécuté cette opération, les analyses de ciblage qui ont construit la base de données des dépôts pendant des années de collecte patiente, les planificateurs de mission qui ont conçu le séquençage des frappes, les opérateurs qui ont exécuté les séquences de lancement, l'ont fait comme l'expression de quelque chose qu'aucun transfert d'armes, aucun engagement d'alliance et aucune quantité d'aide militaire américaine ne peuvent fabriquer pour une force qui ne le possède pas déjà. Ils l'ont fait en tant que personnes qui comprennent pourquoi ce combat compte et qui ont accepté les coûts de le mener. Comparez ce fondement motivationnel avec ce que l'ordre de suspension opérationnelle du commandement Nord révèle de l'état psychologique de la force qu'il gouverne. Un commandement blindé qui suspend ses opérations parce que son infrastructure de carburant a été détruite prend au sens le plus immédiat une décision opérationnelle, rationnelle. On ne dépense pas ces dernières réserves de carburant dans des opérations offensives lorsque le réapprovisionnement est incertain. Mais cette suspension opérationnelle reflète aussi une culture de commandement qui a atteint la limite de ce à quoi elle était préparée. Le commandement nord-israélien était préparé aux tirs de roquettes, aux embuscades anti-chars, aux infiltrations par tunnel, à toute la gamme des menaces que son histoire opérationnelle lui avait appris à anticiper. Il n'était pas préparé à l'élimination complète de son infrastructure de carburant en une seule nuit par une campagne de frappe de précision, d'une sophistication et d'une ampleur que ces évaluations de menaces n'avaient pas placé dans l'environnement opérationnel à court terme. Cet écart entre la préparation et la réalité est l'espace dans lequel les organisations militaires s'adaptent rapidement ou continuent à fonctionner selon des hypothèses que le champ de bataille a déjà invalidées. L'histoire de la guerre moderne regorge d'exemples de forces techniquement supérieures à leurs adversaires, mais battues sur le plan opérationnel, parce que l'approche de l'adversaire se situait en dehors du cadre dans lequel la doctrine et l'entraînement de la force supérieure l'avaient préparé à opérer. La sophistication technologique de l'armée israélienne est réelle, et elle n'est pas diminuée par ce qui s'est passé ce matin. Mais une sophistication technologique opérant dans un cadre opérationnel dépassé est un indicateur de résultats moins fiable qu'une force techniquement adéquate opérant dans un cadre qui reflète correctement la réalité actuelle du champ de bataille. Le cadre opérationnel de l'Iran a été continuellement mis à jour par l'expérience opérationnelle en Syrie, au Yémen par l'intermédiaire de ses partenaires Houthis, au Liban par l'intermédiaire du Hezbollah, et maintenant dans l'engagement direct avec l'infrastructure militaire israélienne. Chaque cycle opérationnel a produit des leçons qui ont été absorbées et intégrées à l'itération de planification suivante. La campagne des 18 dépôts reflète l'apprentissage accumulé d'une institution qui traite chaque engagement comme une occasion d'entraînement pour le prochain engagement plus décisif. Mon évaluation des conséquences stratégiques de la suspension opérationnelle du commandement Nord va bien au-delà de la situation tactique immédiate à la frontière israélo-libanaise. Et je vais être direct sur ce que je crois être ses conséquences, parce que je pense que l'analyse dominante sous-estime fortement la vitesse à laquelle les effets de deuxième et de troisième ordre vont se manifester. La conséquence la plus immédiate est la liberté opérationnelle qu'elle accorde au Hezbollah dans tout le secteur nord. Une force terrestre du Hezbollah qui se prépare depuis des années au scénario d'une immobilisation des blindés israéliens, qui a prépositionné des systèmes anti-chars, qui a entraîné ses combattants à exploiter des positions défensives statiques, qui a construit l'infrastructure logistique nécessaire pour soutenir des opérations offensives à travers le terrain frontalier, n'a pas besoin qu'on lui dise que son moment est arrivé. L'ordre de suspension du commandement Nord devient une information publique en quelques heures. Les implications opérationnelles sont immédiatement comprises par tout planificateur militaire compétent de l'autre côté de la frontière. Pour la Russie, le résultat valide chaque élément de l'investissement stratégique dans la relation iranienne. La campagne d'interdiction des dépôts de carburant a utilisé une combinaison de systèmes indigènes iraniens et de doctrines opérationnelles influencées par la Russie.
l'approche systématique d'interdiction logistique que la théorie militaire russe a développée pendant des décennies d'études de l'art opérationnel soviétique et de l'expérience des conflits contemporains. Le résultat a été la neutralisation opérationnelle d'une force blindée équipée par les États-Unis, sans implication russe directe et sans coût direct pour les actifs militaires russes. Ce rendement sur investissement est extraordinaire selon n'importe quel calcul stratégique. Pour la Chine, les implications portent sur le précédent établi par l'interdiction logistique comme concept opérationnel principal contre des structures de forces lourdes en technologie. La force blindée de l'armée israélienne n'est pas uniquement vulnérable à l'interdiction logistique. Elle est représentative des vulnérabilités de structures de force qui caractérisent toutes les armées modernes dépendantes de plateformes à forte consommation opérant à partir d'infrastructures fixes. La leçon selon laquelle une campagne d'interdiction logistique de précision peut immobiliser une force blindée technologiquement supérieure plus efficacement qu'un engagement direct au combat sera étudié intensivement dans des contextes de planification militaire chinoise qui n'ont rien à voir avec le Moyen-Orient. Le marché mondial de l'énergie commence déjà à intégrer la prime de risque associée à un front nord qui a perdu sa principale dissuasion blindée. Un commandement nord-israélien incapable de mener des opérations blindées est un commandement qui ne peut plus menacer de manière crédible la campagne de pénétration profonde au Liban, qui a historiquement limité les options opérationnelles les plus agressives du Hezbollah. Lorsque cette contrainte disparaît, même temporairement, le risque d'escalade sur le front nord augmente d'une manière qui crée une véritable incertitude quant à la sécurité des infrastructures énergétiques dans l'ensemble de la région. Je crois que les événements de ce matin représentent un point d'inflexion stratégique qui sera reconnu rétrospectivement comme le moment où le conflit est passé d'une phase d'équilibre militaire contesté à une phase d'initiative opérationnelle iranienne. La force blindée du Nord est immobilisée. L'infrastructure de carburant est détruite. La réponse américaine de réapprovisionnement est limitée par la logistique, les mathématiques et la friction politique. Et le cycle de planification opérationnelle iranien travaille déjà à la suite. L'architecture sécuritaire unipolaire que Washington a construite au Moyen-Orient pendant 3 décennies reposait sur une hypothèse centrale. Les alliés équipés soutenus par les États-Unis pouvaient maintenir indéfiniment leur supériorité militaire sur n'importe quel adversaire régional. Cette hypothèse a maintenant été testée opérationnellement au niveau le plus exigeant et elle n'a pas survécu au test. Ce qui la remplacera ne sera pas déterminé par des communiqués diplomatiques ou des assurances d'alliance, mais par les réalités militaires et économiques qui s'établissent sur le terrain en ce moment même, dans la fumée, qui s'élève de 18 dépôts de carburant détruits à travers le secteur nord d'un pays dont la force blindée reste immobile dans le noir. 200 chars, pas de carburant. 18 dépôts détruits en une nuit. Commandement nord suspendu, ce ne sont pas des abstractions, ce sont les faits opérationnels d'un matin qui a modifié de façon permanente l'équilibre militaire sur le front le plus décisif d'Israël. L'Iran n'a pas gagné cet engagement en étant plus fort. Il l'a gagné en étant plus intelligent, en identifiant la vulnérabilité la plus critique de l'architecture opérationnelle du nord de l'armée israélienne et en l'éliminant avec une précision et une complétude qui n'ont laissé aucune voie de récupération intacte. C'est pas de la chance. C'est le produit d'années de préparation patiente du renseignement, de planification opérationnelle et de volonté institutionnelle d'exécuter lorsque le moment est arrivé. La question que je vous laisse est celle que les planificateurs de guerre du commandement Nord examinent en ce moment même dans leur installation souterraine renforcée avec 200 chars à sec au-dessus d'eux. Lorsque le carburant arrivera finalement, dans quelques jours ou dans quelques semaines, dans quel environnement opérationnel arrivera-t-il ? Le Hezbollah aura-t-il utilisé la fenêtre d'immobilisation des blindés pour établir des positions et préparer des engagements qui changent le calcul des coûts de toute future avancée blindée israélienne ? L'Iran aura-t-il utilisé l'intervalle pour mener les frappes suivantes que la logique de cette campagne rend inévitable ? Et Washington aura-t-il trouvé un moyen de restaurer la crédibilité de sa capacité de réponse aux crises avant que la prochaine crise opérationnelle rende cette question sans objet ? Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous.
Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.